Alors pour tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez déjà que je pars chaque année avec ma femme et mes enfants. C'est devenu une coutume familiale en fait, hein, en réalité. On part une dizaine de jours chaque été. Vraiment, c'est un moment privilégié où qu'on attend tous, hein, que ce soit mes enfants, que ce soit ma femme. Vraiment, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on a mis en place il y a 5-6 ans. Et depuis, chaque année, on réitère, on choisit à chaque fois une nouvelle destination. Donc, j'ai décidé de m'orienter vers un lieu où la pêche de nuit était autorisée, mais si possible un lieu dont je connaissais pas ni le cheptel, ni où j'avais pas d'informations en fait sur la pêche, où j'allais tout découvrir au fur et à mesure. Moi, c'est ce que j'aime bien dans mes sessions, c'est je vais pas forcément en quête des gros poissons. Alors les gros poissons m'intéressent, je suis super heureux quand j'en ai un au bout de la ligne, mais c'est pas ça qui me fait me déplacer. Moi, ce qui me fait déplacer, c'est un projet, une aventure, un décor particulier. S'il y a du beau poisson, c'est encore mieux. Donc c'est vrai que quand je sais que le poisson a on va dire une moyenne assez intéressante et que le lieu a l'air beau visuellement, ça m'attire et ça me donne envie de partir à l'aventure sur cette destination et de partir en totale découverte. Donc on a décidé de s'orienter vers ce lieu-là. Ça s'est décidé, je crois, 24 heures avant de prendre la route. Et j'ai pris les informations que j'ai pu, c'est-à-dire l'accès, quels étaient les postes plus ou moins fréquentés par les promeneurs, les vététistes, les randonneurs et tout ça. Je voulais vraiment un endroit sauvage, parce que nous, ce qu'on aime avec ma femme et mes enfants, c'est être seul au monde. Moins on voit de personnes, mieux on se porte. C'est vraiment, on déconnecte. Donc j'arrive sur le lac, on commence à s'installer. C'est le premier jour, donc il faut déjà installer le campement. Il y a pas mal de matériel. On part avec 3 enfants, donc il faut leur prendre leurs jouets. Il faut avoir la nourriture pour tenir les 2 semaines. Il faut avoir un certain confort, parce que moi, quand je pars seul, je peux me contenter parfois du minimum, bien que j'aime le confort quand même. Donc vraiment, tout ça déjà, ça prend une journée d'installation. Donc on arrive sur le lieu, il est déjà le milieu de l'après-midi, on installe le campement et la nuit tombe très vite. Je crois que je finis de monter le campement, d'ouvrir les sacs, de monter les cannes. Il est aux alentours de minuit. Et je décide quand même, au début je pensais même vraiment aller me coucher et ne pas monter les cannes, mais j'aime bien toujours avoir une canne qui pêche. Au début je voulais lancer du bord, mais comme j'avais gonflé les bateaux, que j'avais installé l'éco-sondeur, j'ai décidé de partir un petit peu sur l'eau et d'aller voir très rapidement ce qui se présentait devant moi et comment j'allais, on va dire, établir cette première pêche de nuit un peu en impro. Donc je prends le bateau, je monte l'éco, je l'allume, je pars sur l'eau. Enfin, bien avant, je monte les cannes, je fais mes montages et tout ça. Et vers 1 h du matin, je suis sur l'eau et je commence à essayer de voir qu'est-ce qui se présente à moi. Et là, je m'aperçois que je suis loin de ma zone de confort. On est dans un véritable entonnoir en fait. On est déjà au niveau du barrage, donc là, normalement une des parties les plus profondes du lac. C'est un entonnoir et ça tombe à brut. Ça tombe à brut déjà sur les 15 premiers mètres, il y a déjà 10 mètres de profondeur. Et ça descend jusqu'à une trentaine de mètres de profondeur, 33 mètres de profondeur il me semble. Si mes souvenirs sont bons, si je dis pas de bêtises, je suis descendu jusqu'à 33 mètres de profondeur. C'est la partie la plus profonde et puis après ça remonte. Donc c'est un véritable V. Et il faut trouver sur ces 2 pentes abruptes où placer les montages. Et moi je suis pas habitué aux grandes profondeurs. Et je suis pas habitué à pêcher sur des murs, parce que c'est des véritables murs. Il y a tout qui dégringole, il y a les bouillettes qui dégringolent au fond quand on pêche sur ces lieux-là. C'est vraiment pas quelque chose sur laquelle j'ai l'habitude de pêcher. J'ai placé mes cannes et c'était parti pour la première nuit. Et il s'est rien passé du tout. Le lendemain, je me réveille, bon là, avec la lumière, déjà, on appréhende un peu mieux le lieu. Je vois que l'eau, elle est très transparente. Je pars avec ma fille, on commence en bateau à zoner avec l'aquascope. Alors, j'aurais voulu plonger, mais le problème, c'est que la température s'était pas améliorée, en fait. Le vent soufflait un peu plus fort, il y avait encore des passages nuageux. Il devait faire tout juste 20 degrés, mais le ressenti, c'était pas un ressenti de 20 degrés, on avait un ressenti de 16-17 avec le vent, c'était vraiment pas agréable. Donc du coup, j'étais pas chaud de plonger, malgré que j'ai les combinaisons, mais bon, je savais que quand j'allais sortir de l'eau, ça allait pas être agréable. Donc j'ai décidé de tout faire à l'éco-sondeur et à l'aquascope. J'ai continué à pêcher ma berge,
parce que comme il faisait gris, je me suis dit bon, il n'y a pas forcément de navigation, mais parce que le temps est mauvais. S'il faut demain un grand soleil, ils annonçaient du soleil pour les jours suivants, j'allais dès le matin avoir énormément de passages de bateaux et ainsi de suite. Et j'ai pas osé pêcher la berge d'en face. En fait, ça me dérangeait. Je voulais vraiment savoir comment le lieu fonctionne. En bateau, avec l'éco-sondeur, j'essaye de trouver des zones intéressantes, je regarde un peu l'aquascope. Comme je vous ai dit, je ne suis pas habitué à ce type de profondeur, à ce type de dénivelé, donc je tâtonne, j'essaye un truc, j'essaye un autre, je pose les cannes, je pose les 4 cannes. Et cette deuxième journée se passe de la même façon, stérile, pas de départ, pas de touche. Ouais, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Pendant les 5 premiers jours, il n'y a rien qui se passe en fait, il n'y a rien qui se passe. Et puis j'ai la visite d'un ami qui passe me voir parce que je l'avais informé que j'étais sur le secteur. Il vient passer quelques heures avec moi, on discute. Et sans le vouloir, il me dit mais tu pêches où là? Il me pose la question où j'avais posé mes spots. Et je lui dis moi je pêche que ma berge pour l'instant parce que il fait mauvais. Je sais pas trop quelle est la navigation sur le lieu. Est-ce que je vais être gêné ou pas? Pour l'instant il n'y a pas de bateau. Mais si demain il fait soleil, est-ce que je vais avoir 20 bateaux devant moi? J'en sais rien. Donc j'ai pêché ma berge par mesure de sécurité, mais pour l'instant j'ai rien fait. Et là lui il me dit qu'il a une certaine expérience sur le lieu. Il m'a dit moi j'ai jamais rien fait sur cette berge, c'est incompréhensible, j'ai toujours fait sur la berge d'en face. Et là ça a fait tilt, j'ai regardé la berge et je me suis dit mais en fait c'est logique parce qu'en fait cette berge, la berge d'en face, elle prend le soleil à partir de 10 h du matin jusqu'au coucher du soleil le soir, alors que la berge où je me trouvais, alors certes, elle prend le soleil dès les premiers rayons le matin, mais à partir de 17-18 h, la berge passe à l'ombre. Un peu plus tard, je crois en août, c'était 18 h 30, peut-être 19 h, elle passe à l'ombre. Et très rapidement, elle se retrouve à l'ombre. Alors que pendant encore 3-4 heures, la berge en face, elle est exposée plein pot. Et on sait que les pics de chaleur, alors les ensoleillements en plein été les plus forts, c'est à partir de 13-15 heures, mais les moments les plus chauds de la journée, c'est vraiment vers 17 heures. Quand on regarde les courbes sur les sites météorologiques, on voit toujours en période estivale que c'est aux alentours de 17 heures qu'il fait le plus chaud. Et je me suis dit, ben ouais, c'est logique en fait. En tout cas, ma réflexion, ça a été de me dire, ben, cet endroit là-bas, il est plus ensoleillé, plus longtemps au cours de la journée, avec un soleil qui tape beaucoup plus fort que ma berge à moi. Et ça, toute l'année, que ce soit en hiver comme en été, il y a fort à parier qu'il y ait plus de nourriture naturelle qui se développe sur la berge d'en face. Donc je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas tilté sur ça en fait? Alors j'avais la crainte de la navigation, mais j'avais pas pensé à réfléchir exposition du soleil et tout. Et du coup ça m'est venu à l'esprit et j'ai commencé à placer des cannes en face là-bas.
J'ai commencé à placer des cannes. Alors, il y a une information qui a fuité où il me dit, moi, je tape les poissons dans 16 mètres et tout. J'étais bon, il me l'a dit, ça y est, c'était trop tard. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai quand même placé une dans 16 mètres, mais j'ai joué sur sur plusieurs paliers. J'ai commencé une canne dans 10 mètres, une canne dans 13 mètres, et une canne dans 16 mètres, et j'avais quand même gardé une canne sur ma berge. Je pêchais à 4 cannes, j'ai pas voulu tout mettre en face. Je me suis dit, certes, il a jamais fait de poisson sur cette berge, mais moi, je vais quand même chercher à essayer d'en taper une, au moins voir qu'est-ce qui se passe. Et peut-être que il est passé à côté de quelque chose, j'en sais rien. Ou peut-être que les saisons à laquelle il pêchait, cette berge-là n'était pas productive, mais elle est peut-être visitée à d'autres moments. Donc voilà comment à partir du 5e jour, j'ai mis en place la pêche. Et dès le premier sort poisson. Yes, elle est belle. Elle est belle, elle est belle. Elle est belle, miroir. Apparemment, c'est rare en plus sur ce lac. Ah, ça fait plaisir. Allez. C'est ce qu'il faut leur travailler. C'est comme ça. Elle passe par toutes les brèches. Dès qu'il y a une brèche, elle s'y infiltre. Enfin bref. On va voir, je pense que je vais quand même garder ce montage. Je vais juste couper les plastiques et filoucher. Je vérifie quand même le nœud, qu'on ne perde pas la corde. Tout a l'air sécure. Allez, c'est parti. Dès le premier soir poisson, après la berge d'en face, elle était au niveau de la bathymétrie, c'était exactement la même chose que ma berge à moi, sauf qu'il n'y avait pas la route, mais hormis ça, c'était du dénivelé qui descendait jusqu'aux 30 mètres, c'était c'était la même chose, on reprend la même chose, sauf que là, j'étais plus à l'aise dans le sens où si le poisson run, ma bannière passe entre deux eaux, elle n'est pas en train de frotter sur la roche, et donc de ce fait je me suis dit j'ai plus de chances de ramener les poissons. La deuxième chose que j'avais décidé de faire, c'était de pêcher avec les plans UFO Sinker, les lestes UFO Sinker, parce que c'est du béton mélangé avec de la magnétite. Voilà, on va placer la canne. J'utilise les plans UFO Sinker parce que je perds mes plans à la touche, j'enfonce à peine la tétine. Il y a trop de caillasses, il y a trop de souches, je veux limiter tout risque d'accrochage. Et pour l'instant ça fonctionne fort, hein. Ça fonctionne fort avec ce type de plan. Et au moins quand je perds le plan au fond de l'eau, j'ai pas à me culpabiliser de polluer. Parce que voilà, c'est du béton avec de la magnétite à l'intérieur. Et donc forcément c'est beaucoup plus écologique. Enfin c'est beaucoup plus écologique. En tout cas au fond de l'eau ça pollue pas. Après est-ce que le béton est écologique, ça j'en suis pas si sûr. Mais quoi qu'il en soit, au fond de l'eau ça pollue pas. Contrairement au plan traditionnel, quoi. Donc là on est sur une base de ciment ou de béton avec de la poudre de magnétite dedans, pour que ça soit lourd et que ça tienne, enfin que ça alourdisse la chose. Alors bien sûr le plan sera toujours plus à poids égal, il sera toujours plus gros qu'un plan à base de plomb, enfin qu'un lest à base de plomb. Et ça c'est tout à fait normal. Mais moi franchement je trouve que c'est quand même beaucoup plus pratique qu'une pierre. Parce que la pierre certes elle fait le même job, mais le problème c'est que quand elle coule, vu qu'elle n'est pas aussi petite, qu'elle n'est pas aussi fuselée, forcément ça varie, il y a des risques d'emmêlement beaucoup plus importants. Moi j'aime moins, je préfère utiliser ça. Après voilà, ça quand tu le perds, tu as perdu un peu d'argent, alors que ça quand tu le perds, tu n'as rien perdu, quoi.
c'est un choix à faire. Moi pour l'instant je suis en partenariat avec cette entreprise, donc je vais continuer à utiliser leur lest parce que c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà, j'installe toutes mes cannes, mes 3 cannes sur la berge d'en face et je garde une canne sur ma berge à moi. Et je vais pour me coucher et je crois que c'était au milieu de la nuit, vers le dernier tiers de la nuit, ça run. Ça run. Et premier poisson, une belle miroir. Une belle miroir et en plus une miroir, une vieille miroir en fait. Je pense une miroir qui était là avant le réempoisonnement, de par sa morphologie et tout ça. Donc ce premier poisson, je le mets en sac parce que voilà, il était déjà tard, donc le soleil n'allait pas tarder à se lever. Je vais me coucher et je suis réveillé au lever du jour, à nouveau par un départ, au même endroit. Si mes souvenirs... toujours berge d'en face, mais sur une canne plus à droite, qui elle pêchait dans 13 mètres. On y arrive au bout de quelques jours. Et là, je fais une petite commune. Donc voilà, je sors la commune, je commence les photos et je décide de sortir la miroir pour aussi faire les photos. Et le truc, c'est que je fais d'abord les photos et après je filme. Et j'aurais dû faire l'inverse parce que le poisson m'a échappé des mains. J'ai réussi à faire une seule photo qui était vraiment pas très jolie et j'ai pas pu la filmer. Et au bout de 5 jours, perdre le poisson le plus massif. J'étais en colère, j'étais très en colère, mais bon, vaut mieux qu'un poisson vous échappe des mains et s'en aille dans l'eau et vous échappe, plutôt que sur la berge ou au-dessus d'un tapis, parce que même un tapis, ça peut occasionner des dommages, on va dire des séquelles, comme ça. Donc c'est toujours mieux d'être dans l'eau, faire la séance photo dans l'eau, et puis si le poisson vous échappe, ben, au moins il s'échappe, mais il s'échappe en bonne santé. Donc le poisson s'échappe, je suis vraiment en colère, mais heureusement, dès le début de l'après-midi, ça y est, ça commence à s'enchaîner. Après voilà, comme je disais, les poissons commencent à rentrer. Par contre, j'ai vu qu'il y avait des pêcheurs qui sont arrivés sur la gauche là-bas. Enfin, je crois que c'est des pêcheurs. J'ai vu un zodiac. Pour l'instant, je les ai pas vus aller sur l'eau. Je sais pas si c'est juste des gens qui viennent camper, s'amuser ou si ça vient pêcher. J'ai peur qu'ils me coupent la pêche en fait. Parce que si les poissons arrivent de la partie la plus spacieuse et rentrent dans le bras et qu'ils font un aller-retour quotidien, il y a de fortes chances qu'ils me bloquent la pêche s'ils se mettent à pêcher la berge d'en face. S'ils pêchent leur berge, ça devrait aller. C'est ma seule inquiétude. Ou alors on va espérer que les poissons sont rentrés dans le bras et vont rester jusqu'à proximité du barrage pendant quelques temps. Ou alors restent sur mes amorçages parce que franchement je mets quand même un peu de quantité. Quand je vois comment les écrevisses sont tout bouffées en l'espace de quelques heures hier soir avec la caméra subaquatique. Et encore, je dois vérifier les images parce que je suis pas sûr que ça soit que de l'écrevisse. Il y avait du gardon qui passait, mais le gardon à mon avis ne touchait pas les bouillettes, il s'occupait des graines. Je sais pas si c'est les écrevisses ou s'il y a 2-3 poissons qui sont rentrés dans le coup et qui ont vidé le spot. Ça, je peux pas le savoir pour l'instant. Quoi qu'il en soit, ben, ça déroule. 5e poisson pour aujourd'hui, alors que c'était très calme. Il n'y a que la nuit d'avant-hier où j'ai fait un départ et j'ai fait une casse. Non, ça fait plaisir. Bon, on va aller faire les photos du poisson parce qu'il est encore dans l'épuisette. Moi, j'attendais juste de tendre ma ligne parce que j'avais eu pas mal de déports
les poissons commencent à renaître, je commence à taper des petites miroirs, les petites miroirs rentrent dans le secteur, tout se passe sur la berge d'en face. Après il faut savoir que j'avais amorcé, c'est-à-dire que dès que j'ai vu que j'ai touché mon premier poisson, j'ai mis quand même de la quantité. J'ai balancé pas mal de bouillettes et beaucoup de graines. Mais toujours pareil, voilà, je pêche avec des billes gainées. Alors sur certains spots, les billes gainées ne sont pas touchées, ne sont pas abîmées, elles font de temps en temps du poisson, mais le spot le plus productif, ça se fait déchiqueter. Donc il doit y avoir pas mal d'écrevisses sous le fond, mais pour l'instant je n'avais pas encore évalué la catastrophe du bazar. Et il n'y a que dans les jours suivants où j'ai pu évaluer la problématique. Donc cette première journée, elle est dédiée aux photos de ces poissons. Et puis je décide, après avoir fait quelques petites miroirs dans l'après-midi et fait les photos et tout ça, je décide de partir en plongée. Donc je commence à appeler, j'enfile ma combinaison, je prends les grosses bouteilles cette fois-ci parce que j'ai deux systèmes, j'ai un système de petites bouteilles mini div qui me permet de rester quelques minutes au fond de l'eau, et puis j'ai le système plus important qui me permet de rester une bonne demi-heure voire 40 minutes au fond de l'eau. Donc enfin c'est le matériel traditionnel des plongeurs quoi que j'utilise. Et là je pars en excursion et je comprends vite quel est le problème, c'est l'omniprésence des écrevisses. Il y a énormément d'écrevisses, jusqu'à 16 mètres. Mais en fait d'ailleurs, alors j'ai pas plongé sur la berge d'en face où je faisais les poissons, j'ai plongé que sur ma berge. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que jusqu'à 16 mètres, c'était gavé d'écrevisses. Enfin, c'était gavé surtout vers les 10-16 mètres, là il y en avait beaucoup, et puis après plus rien derrière. Là par contre vraiment quand on descendait plus bas, il n'y avait plus rien. Et d'ailleurs la température, c'est-à-dire je pense que la thermocline, la température de l'eau la plus confortable était jusqu'à environ 16 mètres. Dès que je passais la barrière de 16 mètres, je rentrais dans la glacière. Enfin quand je dis la glacière, c'est que les eaux devenaient tout d'un coup très très froides, et c'était même choquant, hein. On passe cette petite couche de 16 à 17 mètres et on se gèle, c'est un truc de fou, malgré qu'on a la combinaison, malgré qu'on soit équipé. Non vraiment, c'est même les mains ça devient difficile de les bouger parce qu'il fait vraiment froid. Donc je vais quand même jeter un coup d'œil, mais il fait sombre, je vois pas de traces d'activité, je vois pas de traces de fouilles, il n'y a pas d'écrevisses. Donc je repars dans les 16 mètres et je longe la berge tant que je peux sur ma propre berge, et j'essaye d'emmagasiner le maximum d'informations. J'avais remarqué quelques spots intéressants. J'arrivais pas à déterminer si les fouilles étaient récentes ou pas, parce que le problème c'est que là-bas c'est pas vaseux. C'est vaseux peut-être dans le lit, mais dans 30 mètres de profondeur, mais sur la berge descendante c'est pas vaseux, c'est sablonneux, c'est de la pierre, du sable, et donc forcément les traces de fouilles, il faut vraiment qu'elles soient fraîches pour qu'on reconnaisse qu'il y a du poisson qui est passé là. Et là je voyais rien de ce type. Donc tout ce qui me permettait, qui me donnait un petit doute, je l'ai repéré, et jusqu'à ce que je trouve un petit monticule de sable intéressant, et j'ai décidé d'y placer un premier repère. J'ai sorti les repères Ridge Monkey que j'avais mis dans ma banane. J'ai une banane que je prends avec moi, à l'intérieur je mets des appâts, je mets des repères, et comme ça quand je trouve un endroit intéressant, je débloque le repère, et le repère je le laisse remonter jusqu'à la surface de l'eau, pour qu'une fois que je sors de parce qu'en fait le problème c'est que sous l'eau les GPS ne marchent pas, il n'existe pas encore à l'heure actuelle, il y a des prototypes hein, mais il n'existe pas encore à l'heure actuelle une montre GPS qui fonctionne sous l'eau. Ça serait magnifique, hein. On pourrait noter les points GPS sans avoir besoin de remonter à la surface. Je sais que certains qui font de l'apnée remontent à la surface avec des télécommandes Garmin qui, dès qu'ils sont à la surface, ils notent le point GPS. Mais pour noter un point GPS au fond de l'eau, c'est pas, à l'heure actuelle, c'est pas encore possible, à ma connaissance, ou alors ce qui existe dans ce domaine-là, c'est pas du tout public, quoi. C'est vraiment pour c'est pas accessible, quoi, en termes de prix. Donc voilà, je suis au fond de l'eau, je remonte mon repère pour une fois quand je remonterai sur la berge, savoir à peu près ce que j'avais trouvé d'intéressant, voir à peu près où ça se situe, et après les enregistrer sur l'échosondeur avec le point GPS en allant sur le repère. Et ouais, je remarque que c'est vraiment dans les 16 mètres qu'il y a de la creux à foison. Il y en a partout, donc je comprends très vite pourquoi mes montages ne tiennent pas. Mais j'étais loin d'imaginer la fiesta que c'est quand on amorce.
Parce que là, je me promenais, mais il n'y avait pas d'amorçage dans ces secteurs-là. Ou alors les amorçages, ils avaient déjà été rincés. Donc je me promenais juste à la recherche de fouilles, pour trouver de traces de fouilles, pour trouver des spots et mettre des repères dessus. Donc je vois pas mal d'écrevisses et je me dis, bon ben... je vais quand même continuer à pêcher une canne sur cette berge, mais j'aimerais en savoir un peu plus, donc j'installe ma caméra subaquatique. Donc du coup, je suis allé placer cette caméra au fond de l'eau pour surveiller un spot bien précis. J'avais dans ma sacoche de la graine, de la bouillette, une fois que la caméra était placée, et je suis remonté à la surface pour regarder pendant quelques jours comment ça se développait en fait. Qu'est-ce qui se passait sur les spots. Alors ce qu'il est important de signaler, c'est qu'au début j'avais placé la caméra dans 3 mètres. Mais voyant que ça n'avait pas trop de sens par rapport aux cannes que j'avais placées sur la berge en face, qui étaient toutes entre 10 et 16 mètres de profondeur, j'ai décidé en fait de descendre la caméra un peu plus bas, 10 mètres plus bas, l'installer dans 13 mètres, commencer à amorcer et poser un montage devant l'objectif et voir ce qui se passe les jours qui allaient suivre. Et là, c'était catastrophique. C'était catastrophique. À peine remonté sur la berge, on voyait les premières écrevisses arriver sur le spot. On éteignait la caméra, on l'a rallumée 1 heure plus tard parce que bon, pour pas gaspiller de la batterie. Il y avait peut-être, sur 2 mètres carrés, il y avait peut-être 30, si je dis pas de bêtises, entre 30 et 50 écrevisses qui étaient sur le spot en train de tout dégommer. Donc, et au bout de quelques heures, le spot, il n'y avait plus rien. Toutes les bouillettes avaient dégringolé parce que ça génère de l'activité, donc ça génère les bouillettes, déjà, elles ne sont pas très stables sur ce fond qui est en pente. Je me suis rendu compte que mes spots, certainement, étaient, on va dire, bien alimentés pendant 2-3 heures, mais au-delà de ça, ça devenait très compliqué. Mais comme j'avais mis de la particule et que la particule marque le fond, les écrevisses restaient là longtemps. Donc c'est à double tranchant. Les écrevisses sont là à bouger mon montage, à essayer de grignoter le plastique de mon gainage. Mais bon, s'il y a une chasseuse, on va dire une carpe chasseuse qui passe par là et qui s'intéresse aux écrevisses, par un réflexe, elle peut peut-être prendre mon nèche. Et je me suis dit, bon, on va quand même essayer comme ça. Et le truc, c'est que franchement, je le regrette maintenant, c'est que je ne suis pas allé voir ce qui se passait sur la berge d'en face. Parce que la berge d'en face, j'arrivais à faire du poisson régulièrement. Bon, là j'ai posé la caméra. Par les jours qui ont suivi, je continuais à faire du poisson sur la berge d'en face, mais je faisais rien sur ma berge à moi. Et les écrevisses, à chaque fois que j'allumais la caméra, c'était gavé. C'était un truc de fou. Donc, je comprenais que ça pêchait mal. Mais à la lumière de ces informations, ça m'a donné l'idée de plutôt passer sur du fake. C'est-à-dire que là, à partir de ce moment-là, quand j'ai vu ces images-là, je me suis dit, bon, il va falloir que je voie comment ça se passe avec une fausse Tiger en plastique et avec un faux maïs en plastique. Aller poser un montage comme ça et voir si les écrevisses s'y intéressent tout de même. Parce que moi aussi, même si elles n'arrivent pas à prendre mon nèche, le fait qu'elles le manipulent, elles peuvent l'emmêler et ça c'est problématique. Donc déjà, en termes de matériaux, mes bas de ligne, ils étaient en 13 gainés stiff Ridge Monkey. C'est une 13 gainée qui est très rigide, qui empêche, qui limite la possibilité d'emmêlement, parce que la tresse elle est gainée de façon rigide, on peut pas la tordre facilement. Enfin en tout cas c'est compliqué pour une écrevisse de réaliser un nœud avec ce type de montage. Donc du coup ce que je fais, c'est que je pars le lendemain après avoir placé la caméra et constaté l'omniprésence des creux, ce que je décide de faire, c'est que je pars en plongée et je pose un montage devant la caméra pour voir ce qui se passe. Et j'ai suivi le montage 24 heures de plus.
vidé le spot parce que j'avais rajouté des appâts, mais le montage, quant à lui, est resté sur place. Mais une fois que le poste était vidé, le spot était vidé, les écrevisses s'amusaient avec le montage tout au long de la journée. Mais comme le plastique est assez résistant, ça pêchait et ça tenait. Donc à la lumière de cette information, j'ai décidé de pêcher de la même façon en face. Allez, on va utiliser encore une fois le Terrova pour bien s'éloigner du spot. En fait, le Terrova il me sert surtout, il me sert aussi à revenir sur la berge et aller sur mes spots et tout de façon précise. Surtout la nuit quand je veux faire un montage, ces choses là. Mais sinon en vrai, je l'utilise pas pour ça. Je l'utilise pour m'ancrer et pour me rapprocher des spots de façon discrète. Parce que des fois avec le vent et l'écart de timing qu'il y a entre le GPS qu'on a sur l'écran et le moteur, des fois c'est un petit peu long à trouver vraiment le spot. Alors qu'avec le Terrova, ça y va de suite, direct, et il y a un battement de 90 cm. Il bloque le point GPS, et il peut y avoir du vent, il peut y avoir ce que vous voulez, vous ne dérivez pas en fait. Et ça c'est une tuerie, vraiment tu ne dérives pas, tu restes en place. Ça te permet de, admettons, faire un montage, amorcer, prendre le temps de déposer correctement. Franchement c'est le top. Là c'est bon, je me suis assez éloigné du spot, je suis dans la bonne direction, je vérifie juste parce que là je suis ébloui par le soleil, je vois pas grand chose. Ouais c'est bon, allez vas-y. Allez c'est bon, et là on va repasser le Trixis. Attention parce que si je tire trop, la pierre elle descend et dégringole de la pierre, le plomb, peu importe, ça dégringole de la berge d'en face. C'est très pentu, c'est comme ici. Ça, cela quand il est vide en fait on a deux falaises de chaque côté quoi. Qui descendent jusqu'à 37 mètres de profondeur. Allez. Je vais laisser tendre, je vais laisser la bannière se tendre. J'ai gardé une canne à la bouillette gainée, celle qui était le moins impactée par les écrevisses. Et toutes les autres par contre, je les ai passées en fake. Et j'ai continué à amorcer à la bouillette dessus par contre, parce que les bouillettes intéressent quand même les carpes. Même si je pêchais pas en échage avec une bouillette, j'ai continué à amorcer à la bouillette et j'ai continué à amorcer à la graine. Mais je pêchais uniquement, à la fausse graine. Et c'est ce qui m'a produit tous les poissons qui ont suivi. Quasiment tous les poissons se sont fait capturer comme ça. Je pense que c'était la seule méthode pour que... déjà le gainage plastique j'aime pas trop parce que là j'étais vraiment obligé de les bâcher complets pour pas que l'écrevisse puisse passer dans les interstices. Donc ça diffusait plus. Il y avait un aspect que visuel, donc entre une bouillette plastifiée et un maïs plastique, j'ai opté pour le maïs plastique et la Tiger Nuts plastique, et c'est ce qui a produit le plus de poissons. Donc j'aurais mis quand même 7 jours avant de mettre en place cette stratégie d'approche. Et à partir de là, par contre, les touches ont commencé à s'enchaîner. Vraiment, ont commencé à s'enchaîner. On va le laisser dégazer tranquille. Et bien voilà, elle va monter toute seule à la surface. Les petits poissons.
Allez, pour une petite commune. Attention, c'était tellement nerveux au départ que ça pouvait pas trop de poisson. Ça c'est bon. Petite commune faite à l'instant. La 8e journée. La 8e journée, ben, les poissons s'enchaînent. Ça continue à faire du poisson, donc je suis super content. Par contre, ben, je commence à avoir des problèmes au niveau de batterie parce que ben, ça consomme. Hein. Donc là, j'ai commencé à installer les panneaux solaires pour recharger les batteries que j'ai, les SH lithium. J'ai une batterie 24 volts qui me permettait de faire les allers-retours tous les jours, à la fois pour les combats, à la fois pour placer les cannes, à la fois pour repérer, donc ça consomme pas mal. J'ai mis les panneaux solaires et ça me permettait de aller, parce que comme je vous ai dit, ma berge à partir de 17h, 17-18h, il n'y avait plus de lumière. Donc j'arrivais à gratter du soleil du matin jusqu'à l'heure de 17h à peu près. Et en orientant les panneaux solaires, en suivant le mouvement du soleil, je réussissais à les recharger pas mal, j'arrivais à remonter à 80%. Il aurait fallu 2 jours consécutifs avec ce type d'ensoleillement ou alors des plages plus larges d'ensoleillement pour pouvoir les recharger totalement. Et après, ce que j'ai décidé de faire, c'est que c'était un peu moins contraignant et un peu plus rapide. C'est que j'ai un petit groupe électrogène. Donc j'allumais le groupe électrogène et je branchais mes batteries dessus et j'arrivais à recharger le drone, tout ça beaucoup plus rapidement. Donc le 8e jour, ben, je suis un peu dans la même situation, hein. C'est-à-dire que les écrevisses sur les cannes à la bouillette, bon, mais c'est le carnage, et sur les cannes qui pêchent avec léchage fake maïs, ben, je suis obligé de venir réamorcer régulièrement, même quand je fais pas de poisson, pour être sûr qu'il y a un petit peu de bouffe au fond de l'eau, parce que les écrevisses vraiment détruisent tout. Je continue à surveiller les caméras subaquatiques. Les images parlent d'elles-mêmes, hein. C'est rempli, c'est gavé, il y en a trop, Les journées se ressemblent en fait, les journées se ressemblent. Je fais un poisson dans la nuit, 1 ou 2 poissons par nuit, beaucoup de poissons au lever du jour, même au cours de la journée, surtout quand le soleil tape fortement sur la berge opposée, c'est là où j'arrive à taper le plus de poissons. Donc ça s'enchaîne, les combats s'enchaînent, c'est vraiment agréable. On se régale, on fait de belles images, on fait de belles photos et c'était des moments agréables. Et puis on passe du temps aussi, hein. On passe du temps à profiter. Mes enfants vont faire du canoë avec leur mère ou alors du paddle. Moi aussi, parfois pour économiser de la batterie, je pars en paddle pour faire un peu de sport aussi et pour placer mes cannes. D'ailleurs c'est très pratique, hein, pour placer une canne, c'est vraiment sympa. Bon, après avec le vent quand même il faut y aller, hein. Mais je place quelques cannes en paddle pour faire des économies de batterie. Par contre pour combattre je m'y risquerai pas, pour combattre un poisson en kayak oui, mais pas en paddle. Donc du coup ouais, ça se passe de façon à peu près similaire les jours qui suivent, à partir du 8e jour jusqu'au 10e jour, c'est à peu près la même chose. Le 10e jour je fais pas trop de poissons la journée, on commence à avoir un peu moins de nourriture, il faut repartir faire des courses, donc la mère de mes enfants s'en occupe. Et moi par contre, j'ai décidé de me venger. Je suis parti à la chasse à l'écrevisse. J'avais fait une petite vidéo là qui a fait rire du monde et je suis parti vraiment à la chasse à l'écrevisse. J'avais pas de balance, j'avais rien. Donc je partais en apnée et du coup je me suis dit ça me fait un entraînement parce que je suis mauvais en apnée et donc je me suis entraîné à ça, je partais en apnée
j'attrapais j'avais mis des gants, hein, j'attrapais les écrevisses au fond, là je les chassais, je leur nageais après là avec les palmes, j'arrivais des fois à les suivre et à les attraper. Et le soir on s'est fait un bon petit repas, même deux soirs d'affilée on s'est fait un bon petit repas d'écrevisses. D'ailleurs les amis sur les réseaux sociaux qui me suivent m'avaient donné pas mal de recettes. Non, c'était vraiment sympa, c'était des journées sympas et d'ailleurs mon fils il a kiffé, il venait avec moi, mon fils et ma fille, ils étaient avec leur masque et ils me surveillaient, ils me regardaient parce qu'ils n'arrivent pas à plonger aussi profondément que moi. Donc ils me surveillaient d'en haut, ils me voyaient remonter les écrevisses, les mettre dans ma petite banane. J'ai une petite banane qui est celle où j'utilise pour les appâts et les repères. Là je l'utilisais pour stocker les écrevisses. Donc vraiment ouais, c'était sympa, c'était des bons moments pendant les vacances. Et on a essayé aussi de faire des pièges avec des cailloux. Mes enfants ont essayé d'installer des pierres pour faire rentrer les écrevisses dedans et pour pouvoir les attraper plus facilement le soir, mais ouais, ça n'a pas marché, Je pense que quand je reviendrai sur ce type de lieu, je viendrai avec des balances parce que il y aura moyen de remplir l'assiette un peu plus facilement. Donc voilà, ça c'est jusqu'à la 10e journée, il se passe ça. Et puis on arrive déjà à la fin du séjour, hein. Il nous reste que 2-3 jours pour terminer. On aurait pu continuer jusqu'à 14 jours, mais on a décidé de rentrer plus tôt, de se prendre un week-end pour vraiment se reposer. Et donc les 2 dernières journées, on les a consacrées à commencer à démonter le matériel et à préparer le départ. C'est vraiment le dernier jour, le dernier jour où vraiment il y a eu les plus beaux poissons qui se sont fait capturer. J'ai décidé aussi de faire profiter mes enfants. Bon alors mon fils par contre tout au long du séjour il pêchait au cou lui, et par contre on mangeait le poisson le soir, c'est à dire il attrapait des gardons, il les écaillait, il les ouvrait et le soir on les consommait. Donc lui il se régalait parce que lui il regarde toute l'année, il regarde Man vs Wild sur Netflix, et là quand il arrivait au bord de l'eau il était dans son élément, il essayait de faire des trucs un petit peu comme ce qu'il voit dans cette série, et ouais, il a chopé quelques gardons et on les a mangés. Moi j'aime pas le poisson en général, mais malgré que ça soit plein d'arêtes, c'est pas dégueu, donc c'était pas mal, ça aussi c'était sympathique en plus des écrevisses. Et le dernier jour, niveau poisson, premier départ le matin, mon fils il est réveillé, je lui dis allez viens avec moi, je lui passe la canne, je l'engueule, hein, parce que moi je suis pas patient, je l'engueule, allez vas-y mouline comme ça, mais vas-y freine, enlève le frein, vas-y. Je lui prends la tête. Allez mouline, à fond. Non, la retiens pas, laisse-la redescendre, ça doit redescendre, sinon tu vas casser. Tu vois, touche pas le moulinet avec le bateau. Capturer son poisson et je le filme pendant ce temps, et je suis fier, il a fait son poisson, en plus à la fin il le tient comme il faut, comme moi quand je le tiens un petit peu de côté et tout ça, on fait les photos, on fait la vidéo et tout ça, il relâche son poisson. Et en milieu d'après-midi, pareil, départ, je dis à ma fille, ma deuxième, la plus grande, parce que la petite elle est vraiment trop petite quoi, elle peut pas tenir la canne, c'est trop lourd pour elle, elle a 3 ans, alors que ma fille de 7 ans, Asia, elle se débrouille un peu mieux quand même, donc elle est partie avec moi. Et elle a commencé le combat, et puis milieu du combat, bon, elle avait vraiment du mal, elle m'a dit papa vas-y finis le combat. Arrête. Hop là. Soulève, allez soulève, force. Pourquoi tu forces? Mouline. C'est pas moi qui force elle. Non mais là c'est pas mouliner là. Vas-y arrête. Non mais je t'ai pas dit. Quand je te dis arrête, c'est arrête de mouliner, ça veut pas dire arrête, lâche la canne. C'est le bateau que j'ai vu tout à l'heure. Tu vas me faire tomber. Mouline. Allez, attends. Allez, ça va monter. Et là tu moulines, Attends. Hop là, je crois qu'elle a la réponse. Attends. C'est lourd. Oui, il faut la laisser faire,
Voilà. Ah, Je peux prendre là parce que vas-y, je prends. l'épuisette. Oui. Attends, pose-la juste dans l'eau l'épuisette. Rien d'autre. Ah, c'est un beau poisson. Allez, faut pas qu'on la décroche elle. Ah non, vraiment pas. À la graine. Prends ça. Attends, laisse-moi faire. Hop là. Ah, elle est grosse. Ah, elle est belle, ma chérie. T'as vu, là, je suis pas à deux, celle-là. Ilias, il va être jaloux. Et on a fait le plus gros poisson de la session. Une belle commune, c'est un poisson qui devait dépasser tout juste les 14-15 kilos. Mais on était super contents. Elle avait une belle morphologie, un poisson tout en longueur. Et pour ma fille Assia, c'est un super bon souvenir. On a fait les photos ensemble, d'ailleurs une photo que j'ai fait imprimer d'ailleurs et que j'ai mis dans un album photo pour qu'on puisse la regarder quand elle sera plus grande. Ça sera un très bon souvenir pour elle. Et je crois que c'est un de mes meilleurs souvenirs. Ouais. C'est ce poisson que j'ai fait avec ma fille. Elle était heureuse, on le voit, elle avait le smile jusqu'aux oreilles. Et puis après, on chambrait Ilias parce que son grand frère lui disait eh ouais, là je suis pas un poisson plus gros que toi. Et puis bon, voilà, on est un peu moqueur dans la famille. Donc c'était histoire de se charrier les uns les autres. Donc on a fait ce gros poisson ensemble avec Assia et c'est certainement l'un des meilleurs souvenirs de cette session. Et voilà, la session s'est terminée. On est rentré, on a repris le chemin du retour comme d'habitude, une journée complète à plier, à ranger, à remettre dans les sacs, à jouer à Tetris pour mettre tout à la fois sur le toit de la voiture, dans le coffre, les enfants qui donnent la main. Grosse journée, et puis c'était la fin de cette aventure. Voilà. Et une aventure qu'on remettra certainement l'année prochaine et l'année suivante et l'année suivante. La seule chose qui me fait peur, c'est l'adolescence. Est-ce qu'ils vont toujours vouloir nous suivre? On verra bien.